Visconti Talks. Vous écoutez Visconti Talks, le podcast de dirigeant à dirigeant. Une émission portée et présentée par les partners de Visconti, spécialistes de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant ? Comment être un leader inspirant et inspiré ? Comment transformer sans fracturer ? À chaque épisode, un dirigeant nous inspire, partage son expérience et sa vision du métier de dirigeant. Bonne écoute! Bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Visconti Talks. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership et plus précisément de l'évolution du leadership, qui est un vrai sujet dans l'accompagnement des entreprises. Pour cela, nous avons deux invités, Philippe Van der Waal, qui est le CEO de TMA, du groupe GHM pour la France, et puis Hubert Régnier, qui est le président, fondateur de Visconti Partners. Je peux peut-être, Philippe, laisser te présenter. Absolument. Merci Gilles. Alors d'abord, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir échanger ensemble. Vous savez que j'habite aussi aux Pays-Bas, alors on fait pas mal de voyages, mais c'est bien de se retrouver de temps en temps, surtout dans un podcast. Philippe Van der Waal, comme tu as introduit, CEO de la méthode TMA. Et TMA, en fait, nous sommes un éditeur international depuis 25 ans. Dans plus de 21 pays dans le monde, et nous avons développé tout un logiciel en tant qu'éditeur sur les aperçus des talents et le potentiel de l'humain, basé toute une philosophie psychologie positive. Alors assez unique dans notre position, on va en discuter bien sûr dans notre podcast. TMA, une signification particulière ? C'est Talent Management Analyze, Talent Management Assessment, si vous voulez. Voilà, toute la méthode qui repose là-dessus. Très bien, merci Philippe. Hubert ? Hubert Régnier, dirigeant et fondateur de Visconti Partners. Visconti Partners, c'est une société qui s'occupe de la performance des dirigeants, de la développer, dirigeants, CODIR, COMEX, Board, autour de 3 objectifs. Le premier, c'est monter le niveau de jeu des dirigeants dans leur métier de dirigeant, partant du principe qu'être dirigeant, c'est un métier. Second objectif, valoriser leur entreprise par tous les moyens possibles, être un conseil sans être un consultant. Et troisième objectif, faire en sorte que les dirigeants soient plus accomplis à l'arrivée qu'au départ, qui est un objectif qui est très lié d'ailleurs à TMA. Et ravi également de commencer ces discussions. Très Gilles, à toi de te présenter aussi. Oui, donc Gilles Orfila, moi je fais partie de Visconti, je suis partenaire chez Visconti et donc j'accompagne des dirigeants depuis 7 ans maintenant. Et après avoir été dirigeant moi-même, et c'est toujours un plaisir et encore aujourd'hui de pouvoir parler justement des outils qui nous permettent de les faire évoluer. Alors finalement, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? C'est une bonne question, Gilles. Très bonne question. Peut-être que commençons par la recherche que vous avez aussi faite en tant que Visconti. Oui. Nous on a aujourd'hui coaché plusieurs milliers de dirigeants au fil du temps, et nous avons par conséquent réalisé une étude quantitative qui a trait précisément aux talents intrinsèques, aux besoins et aux moteurs des dirigeants que nous accompagnons, et quantitativement, essayer de déterminer des constantes, des moyennes, pour certaines tranches d'entreprise, taille, et également des différences, lorsque c'était possible, entre dirigeants et dirigeantes. Donc ça fera l'objet d'une vidéo entre Philippe et moi, on rentrera dans le détail, et bien sûr d'un post sur les réseaux sociaux, puisque les conclusions sont, en tout cas pour ce qui concerne les dirigeants et dirigeantes, les différences sont assez surprenantes, puisque ça peut déconstruire certains a priori que certains pourraient avoir. Donc ça, c'est une étude hyper intéressante. Et seconde raison, en tout cas pour ce qui concerne Visconti Partners, c'est la joie et l'avantage de lancer l'Assessment Center, qui a pour objectif de vraiment descendre encore plus profondément dans l'analyse du leadership des dirigeants que nous accompagnons, et bien entendu de les faire progresser. J'y reviendrai plus tard. Oui, je pense que Gilles, en effet, pourquoi je suis ici, ou nous sommes ici ensemble, parce qu'en fait, il y a
un travail qui a été fait qui est très précieux, une valeur sur des aperçus, des talents et aussi peut-être le potentiel, mais aussi dans tout le cadre de coaching que Visconti apporte à des dirigeants. Et dans le cadre de TMA, nous sommes plus de 25 ans impliqués dans la psychologie positive, mais il y a absolument des éléments qui sont intéressants à comprendre comment change le monde, quelle est l'implication au niveau du leadership. Et avec TMA, on est capable d'avoir ces aperçus et aussi en tirer des conclusions qu'on va discuter ensemble pendant le podcast, mais aussi après dans notre vidéo. Absolument. Alors c'est un grand plaisir d'en pouvoir en discuter. Ok, parfait. Merci à tous les deux. Alors justement, puisqu'on parle de leadership et parlons de son évolution, quel est selon vous, quels sont les facteurs principaux de l'évolution du leadership ces dernières années et comment il a évolué et comment ça peut se retrouver? Oui. Bon, peut-être pour réagir, moi je vois ça d'une manière que quand moi, dans mon temps, ça fait peut-être un type de leadership. Il y a 30 ans, on était avec des leaders qui étaient très, on va dire, autoritaires, qui étaient un peu, c'est un peu des lions sur leur roche, qui devaient avoir une vision très claire, etc. Et puis de plus en plus, on voit quand même il y a ce changement, on va dire, ce paradigme de leadership où on se retrouve avec un changement aussi de culture, d'attente aussi envers un leader, qui fait qu'on bouge de plus en plus à des leaders qui doivent être l'exemple, on va dire, où il y a des suiveurs, mais de plus en plus aussi un leadership contextuel, où on doit devoir s'adapter d'une manière plus facile, plus adaptive qu'il y a peut-être quelques années, et ça demande aussi un autre niveau de compétence. Et je pense qu'on est plus dans le leadership serviteur, pour moi c'est clair, mais c'est se connaître soi-même, mais aussi connaître les talents des autres. C'est ça qui est aussi très important actuellement. Alors je vois vraiment un changement et ça a aussi un impact bien sûr sur votre style de leadership, se connaître soi-même, accompagner peut-être aussi les autres autour de vous pour faire sorte qu'ils sont le plus performants possible. Oui. Je sais pas comment tu vois ça, Hubert. Oui, absolument. On voit ça, on le voit à travers les 350 entreprises qu'on accompagne cette année, enfin en 2024 et 2025. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des styles de leadership très différents en fonction des industries. L'industrie manufacturing a souvent des styles de leadership très différents du service. Et dans le service, effectivement, on voit d'énormes différences entre des startups scale-up d'un côté ou des groupes plus structurés. Pas forcément le même style de leadership. Nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, le leadership s'apprend. C'est ce que tu dis d'une autre façon, c'est que dans les années 70, on a fait la découverte, grâce à la psychologie appliquée aux entreprises, que le management s'apprenait. Oui. Et d'ailleurs, les business schools se sont nommés à partir de là des School of Management. Ce qu'on a enfin compris il y a à peu près 10 à 15 ans, c'est que le leadership, d'une certaine façon, s'apprend, avec évidemment le kaléidoscope du style. Chacun son style. Exact. Chacun son skill qui dépend en effet des performances et du secteur d'activité. Tout est lié. Ce qui est très frappant, et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu la joie de travailler avec un dirigeant de l'industrie aéronautique sur la devise du dirigeant. Et il me posait la question, mais dans le fond, quelle est la devise d'un dirigeant ? Et puis on a réfléchi, on a passé plusieurs heures en fait, en plusieurs fois. On est arrivé à cette devise que je trouve intéressante, c'est servir et inspirer. C'est ça. Servir et inspirer. En effet, on est dans un style de leadership plutôt serviciel et évidemment inspirationnel. Il n'y a pas de débat. Il faut toujours avoir une quête, une sorte de quête chevaleresque. Et ça exige au fait aussi de bien se connaître soi-même. Oui. Pour donner l'exemple éventuellement aux autres. C'est ça qui est absolument le cas. Oui. Ouais. Et puis surtout assumer ses non-talents. Si je suis créatif, je ne peux pas être normatif. Si je suis diplomate, je ne peux pas être confrontant. Par conséquent, assumer que dans le fond, on est ce qu'on est, on a son style, et que, un petit peu comme au judo, il faut essayer de chercher la force des autres dans les domaines qui ne sont pas les nôtres. Qui n'est pas facile. Voilà, et donc assumer une forme de non-talent et donc de faiblesse apparente. Voilà. Et ça, c'est très nouveau. C'est très, très, très nouveau. Oui. Peut-être pas tout à fait aussi le style actuel de beaucoup de responsables ou de leaders. Comment tu vois ça ? Ça évolue. Ce sont des sujets générationnels au sens des dirigeants. Les générations changent. Oui. C'est ce que j'allais dire dans ce qu'on voit effectivement pour utiliser fréquemment l'outil. C'est
les dirigeants sont aussi un peu poussés à changer parce que les nouvelles générations sont moins enclines à accepter un style de management plutôt old school, comme tu en parlais. Oui. Et donc, il faut qu'ils s'adaptent. Dans tous les cas, si c'est pas naturel pour eux, et cet outil-là, pour le coup, les aide vraiment à comprendre comment ils sont, comment ils vont fonctionner, quels sont leurs besoins. Enfin, on verra ensuite, juste après, justement, comment fonctionne la méthode, mais ça les aide à prendre conscience de certaines choses dans leur leadership et de s'adapter justement aux besoins qui sont relativement différents maintenant des équipes à manager. Exact. Alors justement, si on rebondit concrètement sur ce que TMA, comment fonctionne TMA, et quel est son impact, est-ce que tu peux nous en dire plus, Philippe, justement sur ce mode de fonctionnement et sur ce qu'elle apporte? Alors, on va faire ça un petit peu en bref, mais je veux dire, la méthode TMA, ça fait 25 ans, en fait, c'est basé sur la psychologie positive, c'est-à-dire une approche où on a un regard sur un aspect positif de l'humain, mais surtout aussi de comprendre. Alors, on va pas parler de tests, absolument pas, c'est justement c'est analyse des talents. Alors véritablement, quels sont les talents, quels sont les moteurs, on va dire, les motivations des personnes, qu'est-ce qui fait que ça donne de l'énergie ou peut-être justement ça coûte de l'énergie. Alors la méthode TMA va donner ses aperçus au niveau individuel, mais aussi au niveau équipe et éventuellement aussi, qu'est-ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est à un certain moment, on a tous ces données pour faire des analytiques, on va dire, à ce niveau organisationnel. Alors, la méthode TMA va offrir à des professionnels organisations comme Visconti qui utilise et intègre toute la méthode TMA dans une philosophie, mais aussi dans l'accompagnement, fait que ça soutient toute une valeur que Visconti met en avant envers leur coaching. Et notre position est de soutenir nos partenaires avec des outils performants, scientifiques et qui sont aussi durables et qui font qu'on a vraiment d'autres regards et qui accompagnent en fait l'individu, mais aussi toutes les organisations dans les transitions d'aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on utilise cet outil dans beaucoup de circonstances, finalement, à la fois pour les individus, on les cartographie grâce au robot TMA sur 22 dimensions de talent, avec plusieurs positions possibles par dimension. Le robot nous sort un rapport très complet, très scientifique, de 18 pages précisément sur chaque dirigeant qu'on accompagne, et aussi sur nous-mêmes. Le TMA nous permet également de faire des consolidations au sens d'un comité de direction, ou d'un COMEX, ou d'un board, et par conséquent d'avoir finalement les besoins d'un groupe et par conséquent les ajustements, enfin un travail souvent moyen terme sur les ajustements auxquels il faut procéder. TMA nous permet également, évidemment, avec les dirigeants qu'on accompagne, de mieux choisir les C-level qui sont promus ou qui sont recrutés. TMA nous permet également de plus en plus d'aller mieux qualifier les cibles lorsque nos clients rachètent des entreprises. Exact. Et de préfigurer les futures organisations post-fusion. Et donc c'est un outil, encore une fois scientifique, qui a beaucoup de vertus, qui va des talents aux compétences, des compétences aux 360 degrés. Exact. Donc un outil qui est très très puissant et que nous considérons chez Visconti comme le leader de sa catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, il y a trois types d'outils. Je ne vais pas citer les autres, mais des outils qui donnent un aperçu ou une certaine prise de conscience de soi, mais très basique. Des outils que je considérais comme volumiques au sens du marché, des outils moyens de gamme, et pour nous, TMA est vraiment l'outil Rolls en fait du marché, que nous réservons d'ailleurs exclusivement pour les dirigeants et leur codir, leur COMEX et les boards, oui. Parce que c'est un outil exceptionnel. C'est un outil effectivement assez puissant et on le voit beaucoup dans le débrief, c'est-à-dire que la manière qu'on a de l'utiliser, le fait d'avoir une lecture dynamique du profil du dirigeant apporte quand même beaucoup plus de valeur, et pour l'utiliser avec pas mal de dirigeants, on voit qu'ils peuvent avoir utiliser parfois d'autres méthodes, mais finalement elles sont beaucoup moins, on voit moins loin avec les autres méthodes. Ils ont souvent pas ce débrief qui leur permet d'avoir une lecture plus dynamique, et l'intérêt aussi, je trouve, c'est que on peut s'en servir dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas un one-shot, mais on peut clairement, en fonction de situation que le dirigeant va retrouver, lui dire voilà, si tu comprends pas là pourquoi ce que tu ressens, ou pourquoi la relation est compliquée avec un autre manager,
en tout cas, on reprend l'analyse et on lui dit, tu vois, c'est ça qui se met en place. Voilà, tu as tel et tel moteur, sans rentrer vraiment dans le détail, mais qui se renforce et ça te donne un mode de comportement et on ne comprend pas forcément, ou toi, tu comprends pas l'autre. Et donc, ça permet véritablement d'aller assez loin dans la lecture et dans le temps, en fait. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Absolument. Juste pour rajouter un élément, je pense que la méthode TMA parle aussi du principe qu'il y a, on va dire, il y a deux langages. Le langage, on va dire, des talents, on va dire, sur le niveau individuel, mais aussi le langage organisationnel, avec toutes ces compétences comportementales pour pouvoir aussi avoir un aperçu éventuellement du potentiel de développement de certaines compétences. Et ça, c'est essentiel aussi dans les transitions qui sont actuellement en cours pour les dirigeants ou peut-être les startups, justement, comment et de quelle manière j'arrive à faire au scale-up, qui est aussi le cas des fois, c'est dire, est-ce qu'on est capable d'aller dans cette vitesse ou dans cette direction, comment soutenir ça, qu'est-ce que ça influence sur mon style de leadership, et justement savoir cet aperçu sur le niveau individuel, mais aussi sur le niveau des compétences comportementales et le potentiel de pouvoir développer une compétence comportementale est unique. Voilà. Peut-être donne-nous un exemple de compétence comportementale, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, ça peut être des compétences comportementales. En fait, c'est un comportement, on va dire, si je décris ça, ce serait un comportement stable qu'on recherche, que quelqu'un est capable de démontrer d'une manière stable. Alors, on va dire, si orientation client, ce serait bien qu'on retrouve ça le matin à 9h quand on va au boulanger, et qu'à 5h l'après-midi, il est toujours très orienté sur les clients. Et ça, pas seulement le lundi, mais que ce soit 5 jours, ou même 6 jours par semaine. Alors, orientation clientèle, on va dire, c'est une compétence comportementale. C'est-à-dire, c'est une description d'un comportement on voudrait peut-être attendre de nos collaborateurs ou de notre environnement, ou peut-être aussi quelque chose qui est relié directement avec mon poste. Une certaine forme de comportement qui va aussi refléter peut-être aussi les valeurs de la société ou de la marque. Alors, il y a plein de compétences comportementales, mais la plus grande difficulté, souvent, qu'il y a une description très vague, où le comportement est moins été décrit, mais encore plus difficile, c'est de dire, est-ce que la personne a le potentiel de pouvoir se développer ? Alors, juste pour être un peu en détail, des fois, on ne voit pas un comportement de quelqu'un, et est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le besoin de vouloir démontrer ce comportement, ou est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas comment il faut démontrer ce comportement, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été encore dans cette situation pour pouvoir le démontrer ? Alors, avoir un aperçu sur le potentiel, c'est quand même quelque chose, on va dire, extraordinaire pour vraiment pouvoir coacher et peut-être accompagner aussi le dirigeant et ses équipes. Oui, et notamment dans les plans de transformation. Exact. Il y a, comme vous le savez, il y a quelques bouleversements sur certains secteurs, et donc il y a des gros plans de transformation, et par exemple, des personnes qui pouvaient être adaptées à certaines situations ne le sont plus, hélas. Oui. Et donc, il faut accompagner ces plans, à la fois... accompagner ces plans, ce qui est difficile. Et TMA aide beaucoup. C'est effectivement, moi je trouve très pertinent dans le choix des équipes ou l'évolution éventuellement de collaborateurs et dans les recrutements, parce que ça permet de faire ressortir de manière visible quelque chose qui est invisible, en fait. Les besoins dont tu parlais, intrinsèques de chacun, on ressent des choses, mais en tout cas pour un dirigeant qui a besoin sur une fonction de recruter quelqu'un, on sait qu'à certains endroits, on a besoin justement de ces comportements, typiquement sur la relation client, sur le fait d'entretenir un client, aussi plutôt on cherche un chasseur, par exemple dans le cadre du recrutement, il y a clairement des comportements qu'il va falloir avoir. Si on les a pas, on sait qu'à terme, on aura des difficultés et le recrutement ne sera pas efficace. Ça va coûter de l'argent, évidemment. Exact. Et oui. Finalement, on recrute beaucoup encore dans les entreprises, principalement sur des compétences et sur un parcours, un savoir-faire. Et encore, même si on en parle beaucoup, pas suffisamment sur ces comportements qui sont... Savoir-être, on va dire. Hyper important, le savoir-être et soft skills. Et quand on regarde si le recrutement fonctionne, quand il ne fonctionne pas, la plupart du temps, c'est à cause des comportements, des soft skills, exact. Et beaucoup moins finalement sur les compétences. Exact. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir avoir des outils de ce type-là, et aussi pour les emmener, pour les faire évoluer, parce que ça permet aussi de faire évoluer les collaborateurs. Oui, et d'ailleurs, si on arrive à articuler ça avec les travaux naturels sur la culture, exact. Justement les valeurs, les comportements attendus, à partir de ce moment-là, on commence à beaucoup mieux recruter. On le voit très bien au niveau des C-level, on a à partir d'un certain âge, alors c'est, comme disent les Anglais, une sorte de rule of thumb, on a à peu près un tiers d'échecs à partir de 40 ans.
Et pourquoi ? Bon, après, je mets de côté souvent les prises de fonction qui ne sont pas assez processées. Pour autant, c'est le principal facteur explicatif, c'est le culture fit. Qui est directement lié justement au comportement et au talent. Oui, absolument. Culture fit, c'est absolument. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment on arrive à charger cette culture dans le comportement et est-ce qu'il est vraiment disponible, est-ce qu'il est là, ce comportement, et est-ce qu'il y a le potentiel de pouvoir charger ce comportement attendu, quoi. Et alors, je parlais tout à l'heure de l'Assessment Center. Philippe et moi, on a eu l'occasion justement de passer une journée sur l'assessment de quelqu'un. Alors, l'assessment de quelqu'un, c'est pas la sélection. Hein, c'est bien sympa aussi de faire ça ensemble. C'était très intéressant et c'était un dirigeant qui était nommé de l'interne et qui allait prendre sa fonction avec un board international. Et la question était comment finalement peut-il se découvrir, quelles questions doit-il se poser pour améliorer sa prise de fonction, justement avoir meilleure adéquation aussi avec un board qui était finalement assez loin de la filiale française. Oui. Et d'arriver à augmenter finalement la probabilité de succès, en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs ? La chose qui est intéressante, parce que nous on est sur le niveau international, c'est-à-dire que je me retrouve un peu aussi dans des pays un peu plus anglo-saxons, on va dire. Alors on voit quand même la différence des fois avec la culture, on va dire un peu traditionnelle française, ici dans une organisation un peu traditionnelle, un marché traditionnel. Mais je pense qu'on a vu un dirigeant qui était très, je serais intéressé de savoir ton opinion, mais très axé sur on va dire un peu le contrôle, le management, mais pas du tout encore sur le niveau de réflexion envers soi-même, sur cette analyse sur soi-même, de vraiment avoir un regard sur son, on va dire, le rôle et l'image, les jambes qu'il pourrait donner envers ses collaborateurs en tant que leader. Alors, il était très, je pense, sur procédure, processus, on va dire. Mais, en fait, avait un reflet très faible envers lui-même. Oui. Et c'est ça qui s'est passé pendant la journée, qui était assez, je pense, étonnant. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, mais je trouvais que c'était étonnant de voir comment il a pu évoluer pendant la journée et aussi avoir un moment de waouh. Ok, je savais pas que j'étais. Ça me met en question. Prise de conscience. Oui, énorme prise de conscience et on l'a bousculé. On l'a bousculé puisque, dans le fond, j'avais une phrase un peu horrible en lui disant il donnait l'impression, en se protégeant, et justement en n'essayant pas de rentrer dans les sujets de compréhension de soi-même et des autres, en étant mécanique, il devenait un peu le touriste de lui-même, c'est-à-dire que dans le fond, une sorte de passager plutôt que de conducteur. Exact. Et en fait, le remettre à la place du conducteur consistait à lui faire prendre conscience que non seulement il a le droit, mais il a le devoir d'aller chercher du feedback sur lui-même et de progresser. C'est précisément l'image de Federer, enfin de tout athlète de haut niveau, qui a 3 coachs. Un coach évidemment physique, technique et surtout un coach mental. Exact. Un match de tennis, il se gagne sur le mental. D'ailleurs, Gilles est un très bon joueur de tennis et tu ne peux pas dire le contraire. Non. Ah bon, Gilles. Et le mental, c'est la connaissance de soi, c'est précisément ça. Alors à l'échelle du sport individuel, le collectif, bien sûr. Mais alors, pour parler de tennis, mais de manière plus générale dans le sport, c'est vrai que ça a été... c'est resté tabou en fait pendant longtemps et ça fait assez peu de temps qu'on arrive parce qu'on a pris en compte les problématiques physiques, de préparation physique, de blessures, de ce genre de choses. Mais finalement, il y a beaucoup de performance qui vient du mental, très, très clairement. Oui. Et ça a été... pour X raisons, pas vraiment travaillé. Et c'est vrai que maintenant, dans tous les teams, alors que ça soit dans les sports individuels, mais aussi dans les sports collectifs, il y a des gens qui viennent justement travailler là-dessus et aider à la performance. Et on voit les résultats, très, très clairement. Et ça se voit sur certains joueurs, pour parler de tennis, qui ont pris un coach mental. On voit vraiment que ça a levé des freins et que ça leur permet de passer à un autre cap, très clairement, donc d'être plus performants. D'ailleurs, nous Visconti, on dit qu'on est des coachs de dirigeants, au sens de la perf. Hein. C'est-à-dire que nous, on se voit comme le coach qui est à la fois sur la technique autour du métier de dirigeant et aussi sur le mental, clairement sur le mental. Et c'est là où cet assessment center dans lequel on utilise TMA, ces journées
passer à finalement challenger un dirigeant en prise de fonction et à faire en sorte qu'il la réussisse sont très utiles. Très utile, et je pense que justement ce mentally fit, quand on appelle ça en anglais, c'est essentiel pour savoir qu'est-ce qui donne et qu'est-ce qui me coûte de l'énergie, pourquoi je réagis moi-même de cette manière à ces situations-là. Et avec l'analyse, c'est vrai qu'on arrive à mettre aussi, ça qui est aussi intéressant je pense juste pour aborder ce sujet, dans l'analyse TMA, c'est qu'il y a en fait des éléments personnels qui peuvent être contradictoires, où justement c'est intéressant à comprendre que peut-être d'une manière j'aimerais bien prendre le lead, d'autre manière j'aime pas trop aller dans la confrontation. Qu'est-ce que ça exprime dans certaines situations et de quelle manière ça impacte mon mental. Et ça, je pense que en tant que coach des dirigeants, c'est ça qui est aussi très intéressant sur le niveau de regard envers soi-même et de connaître soi-même et les autres. Oui, et puis surtout, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'éclairer l'organisation ou l'évolution d'organisation. Nous, comme vous le savez, on accompagne énormément de PME et de TI. Parmi les PME, on a beaucoup de scale-up et donc de fondateurs. Beaucoup de fondateurs sont plutôt des révolutionnaires. Plutôt, oui. Révolutionnaire, vous savez, le révolutionnaire, c'est celui qui est l'adepte de la phrase du guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Donc la première partie de la phrase lui correspond parfaitement. Et évidemment, le fameux révolutionnaire créatif qu'on retrouve énormément chez un certain nombre de dirigeants que nous accompagnons. Et en 2 secondes, le dirigeant doit comprendre que son meilleur ami, et qui n'est pas forcément la personne avec laquelle il irait boire des bières, c'est le normatif conservateur. Et c'est souvent le DAF, voilà. Ou le secrétaire général, ou le directeur de la qualité, suivant les cas. Et donc, on voit très bien que certaines sociétés sont en déséquilibre. Alors, elles finissent par marcher, donc d'une certaine façon, il y a un équilibre, mais l'équilibre est très instable, en fait. Oui. Très, très instable et ne permet pas de passer au stade d'après, à la phase d'après. Oui. Je pense que c'est intéressant, je reviens là-dessus, je discutais avec un des dirigeants d'un grand groupe français qui ont à peu près 18 000 personnes aussi, et qui se retrouvent dans des étapes de croissance, et des fortes croissances, mais maintenant qui sont en train de se stabiliser et peut-être même aussi aller dans un autre niveau de phase justement d'excellence, on va dire, plutôt de qualité. Et ça aussi, l'impact que ça a sur le niveau du dirigeant, mais aussi le style de leadership, et de passer le cap de croissance, maintenant de revenir sur une autre étape où il y a bien plus besoin de stabilité, un autre niveau de compétence, etc. Ça aussi, ça met en question tout le niveau de leadership. Et l'accompagnement est absolument nécessaire, parce que ça veut dire qu'il y a aussi besoin d'une réflexion envers soi-même, mais peut-être aussi de se poser la question, est-ce que je suis aussi toujours, disons, apte, capable de fonctionner dans ce rôle-là? Est-ce que c'est aussi un rôle qui me va, quoi? C'est intéressant. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous, on travaille entre certains grands groupes, certaines sociétés qui sont rachetées par les grands groupes, qui viennent, on va dire, de la culture scale-up, avec des problèmes de misfit assez importants. C'est la fameuse, vous la connaissez, l'histoire de la grenouille et du scorpion. C'est l'histoire d'une grenouille et d'un scorpion qui font face à un feu de forêt. Oui. Et il y a une rivière, et la grenouille va passer la rivière et éviter le feu de forêt, et le scorpion va voir la grenouille en lui disant il faut que tu me prennes sur mon dos, parce que sinon je vais couler. J'ai brûlé, pardon. Et la grenouille lui dit il en est hors de question, parce que si tu viens sur mon dos, tu vas me piquer, tu vas me tuer. Et le scorpion lui dit c'est idiot, parce que si je te pique, on coule tous les deux. Et donc la grenouille, bonne fille, prend le scorpion sur son épaule et finalement nage avec le scorpion. Et bien entendu, le scorpion la pique. Oui. Et la grenouille, avant de mourir, lui demande « Pourquoi m'as-tu piqué ?» et le scorpion lui répond « Parce que c'est ma nature. » C'est ma nature. Et en fait, on en vient au cœur justement du travail que nous faisons sur l'Assessment Center avec TMA. C'est le sujet de la nature. C'est la nature, il y a aussi un leadership naturel, je pense. Oui, la nature. La nature est typiquement on voit que certains grands groupes qui rachètent un certain nombre de sociétés pour créer des verticales, pour développer des métiers adjacents, n'y arrivent pas parce qu'il y a ce désir très profond, inconscient, culturel, un désir naturel au sens vraiment de la nature, oui. De reprendre la main et de processiser la boîte, de la verticaliser, oui. Les hiérarchiser et donc de la tuer.
contre son propre intérêt. Ouais. C'est effectivement une des raisons majeures d'échec de fusion, c'est effectivement souvent des cultures qui peuvent pas fitter ensemble. Et donc, on va souvent chercher des synergies très clairement liées à des technologies ou à des aspects financiers, mais on regarde assez peu finalement justement le fit de culture. Et un outil comme celui-là, et peut-être qu'Hubert, tu peux nous parler justement des offres que Visconti est en train de mettre en place à partir de TMA pour justement aider les dirigeants, les entreprises, pour les aider sur la partie leadership, mais aussi sur le culture fit. Oui, justement. Je parlais de l'Assessment Center. On a 3 solutions. Une solution justement qui est vraiment l'assessment d'un individu approfondi. On a une seconde offre autour de l'assessment talent, mais également des compétences qui va encore plus loin, qui prend, on va dire que le premier prend 2 heures, l'autre une demi-journée. Et vraiment, on prenait l'exemple, Philippe et moi, tout à l'heure, de l'assessment d'un individu pendant une journée, à 2, avec des études de cas, avec finalement un dirigeant qui a préparé son plan de prise de fonction, qui est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus détaillé, et qui peut être extrêmement utile dans des situations importantes. exemple, le recrutement ou la prise de fonction d'un dirigeant, d'un directeur commercial dans le cadre d'un LBO. Voilà, si on prend le mauvais directeur commercial, on a une bonne chance de planter le LBO. Donc, typiquement, on voit bien que dans certaines circonstances, c'est extrêmement utile d'y passer la journée, d'être extrêmement précis, et encore une fois, pour améliorer la probabilité de prise de succès du dirigeant en question. Voilà. Et je pense que c'est ça toute l'idée de l'assessment, c'est pas de tester les gens, entre parenthèses. Non, C'est pas du tout une approche. Souvent, ça a quand même cette association, je voudrais dire, un peu négative, parce que dans le passé, il y avait beaucoup de on va vous tester. Ouais. Mais je pense que là, j'ai vu comme l'approche Visconti, c'est vraiment pas de tester, mais justement on va dire, apprécier, valoriser justement le potentiel de la personne, et en relation avec les exigences peut-être, ou l'environnement culturel, et de voir comment elle fait, et aussi en relation avec le rôle. Et c'est ça qui est intéressant justement pour gérer aussi l'accompagnement et aussi le succès de la personne, mais aussi de son job, de sa mission. Oui, clairement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne ou de bon ou de mauvais profil. Il faut trouver le profil qui va le mieux correspondre aux besoins de l'entreprise et à sa culture, aux besoins de la fonction du poste qu'on cherche, et aussi au management du dirigeant. Donc ça, c'est important d'utiliser. Et finalement, comme l'a dit Hubert, on a 3 niveaux qu'on peut appeler good, better, best dans les offres qu'on va proposer pour pouvoir accompagner le dirigeant et les entreprises sur l'ensemble de la performance et de la manière d'utiliser effectivement cet outil-là. Oui, bien sûr. Essentiel, je pense. Oui. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ravi d'avoir pu échanger avec vous dans ce Visconti Talks sur TMA. Alors, quel serait le mot de la fin, Philippe, pour toi ? Le mot de la fin, d'abord, c'était un plaisir d'échanger sur une thématique, je pense, qui est très actuelle. Et surtout, je reviens quand même sur le niveau des startups aussi, parce que de plus en plus, on a affaire avec des personnes qui des fois, c'est rigolo quand on parle des entrepreneurs. Je ne sais pas comment toi tu vois ça, Hubert, mais des fois, en tant qu'entrepreneur, on choisit de pas vouloir. On va choisir de vouloir travailler 80 heures par semaine pour éviter de travailler 40 heures pour un boss. Alors des fois c'est intéressant aussi, mais il y a toute cette créativité, mais tout ce niveau de innovation qui est très intéressant. Soutenir dans le cadre de start-up, scale-up, mais aussi tous les dirigeants à vraiment développer leur performance, mais aussi la performance des autres, c'est une thématique très 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 intéressante dans un monde qui change très vite. Alors pour moi, c'est le début. Ensemble aussi avec Visconti, même si on travaille déjà 7 ans, 8 ans ensemble, on a des beaux perspectives, et on est là pour soutenir les dirigeants dans leur talent. Oui. Complètement d'accord avec toi, Philippe. J'ajouterais justement qu'on a en plus maintenant de plus en plus de demandes de 2 types de populations. La première sont les boards ou les conseils d'administration. Exact. Le sujet des 10 premières années, en plus de tout le reste, c'est la performance des boards. Et alors les boards, c'est pas la même dynamique évidemment qu'un comité de direction ou un COMEX, mais il y a de gros sujets à venir sur les boards et autour justement des talents, des moteurs et des dynamiques d'équipe. Et la seconde demande aussi, en plus des scale-up, des ETI et des grandes entreprises, sont les entreprises familiales.
Nous avons des changements de génération dans un certain nombre de secteurs et il y a des questions de succession. Faut-il prendre un DG issu de la famille et pourquoi qui a peut-être le fit, mais peut-être pas les compétences, ou l'inverse, ou passer par un dirigeant qui est hors de la famille. Deux bons sujets en plus de tout le reste. Voilà, c'est un sujet pour le prochain podcast, peut-être. Exactement. On va faire. Parfait. Et toi, un mot de la fin? Un mot de la fin. Ouais, moi je pense que c'est un outil, c'est absolument essentiel d'avoir un outil de cette nature-là pour accompagner les dirigeants et les organisations et les faire évoluer dans le bon sens. Je pense que sans cet outil-là, on est un peu aveugle en fait. Et ça me paraît fondamental. C'est juste pour je pense d'échanger. Je pense qu'on parle souvent d'outils, mais et je pense qu'on partage tout ça, c'est une vraie philosophie aussi. Ouais, c'est ça ce qui est intéressant, je pense, avec la position de TMA, mais ensemble aussi qu'on partage les mêmes valeurs et la même philosophie. C'est ça qui fait qu'on est ensemble ici aussi. Ouais, bien sûr. C'est une façon de penser le monde. Exact, je pense. Ouais. Merci. Merci Gilles. Merci Gilles. Au revoir, à bientôt. La prochaine fois. Ciao. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.